Alors je ne sais pas si vous avez noté, mais hier matin, Wall Street était censé s'effondrer. Enfin, c'était peut-être ce que Moody's espérait en retirant aux États-Unis leur tout dernier triple A, mais à la surprise générale, ou presque, rien, nada. Les marchés ont levé un sourcil, ils ont bâillé, et puis ils sont repartis gentiment à la hausse. Le S&P, 6e séance d'affilée à la hausse, le Nasdaq, rien. Même pas un frisson, même pas bronché. Il remonte de 0,02%. Il n'y a pas de quoi non plus se rouler dans le caviar. Et pendant que les agences de notation font semblant d'être encore utiles, les vrais sujets, eux, continuent de gronder, même si on en parle un tout petit peu moins. La Chine qui s'énerve sur les puces Huawei, Trump qui taxe tout ce qui bouge malgré les moratoires, et Ray Dalio qui voit des billets de Monopoly remplacer notre bon vieux dollar. Bienvenue dans le monde merveilleux de la finance version 2025. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi ce downgrade ne vaut pas plus qu'un vieux canard en plastique jeté dans l'océan pour étudier les courants marins. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 20 mai 2025. Pourtant, j'ai l'impression quand je regarde dehors qu'on est au mois d'octobre. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors quand on regarde les performances d'hier, on se dit que franchement, on a vu des journées plus palpitantes. Le Nasdaq grappille 0,02%, comme un type qui cherche une pièce de 5 centimes qui a glissé sous le canapé. Le S&P 500 aligne une 6e séance de hausse consécutive avec un glorieux plus 0,09%, pendant que le Dow Jones, lui, fait preuve d'un emballement et d'un enthousiasme immodéré, mais assumé avec une hausse de 0,34%. Merci United Health qui remonte enfin un peu. En Europe, l'Allemagne tutoie les sommets comme si de rien n'était, pendant que la France organise un Choose Friends à grand renfort de champagne tiède et de milliards promis à Macron par des patrons à l'ego surboosté. Officiellement, c'est pour rendre la France great again. Officieusement, c'est surtout pour essayer de masquer la dette qui s'empile dans un coin de l'Elysée. Mais soyons clairs, le vrai sujet d'hier, ce n'était pas l'Europe, ce n'était pas la France, ce n'était pas ses records en Allemagne. Le vrai sujet, c'est qu'on aurait dû paniquer. Normalement. On aurait dû hurler, courir dans tous les sens, vendre tout ce qui bouge. Moody's venait de flinguer le dernier triple A des États-Unis. C'était quand même pas rien. Et pourtant si, c'était rien. Une petite demi-heure dans le rouge, histoire de faire genre, et puis retour à la hausse comme si de rien n'était. Oui, parce qu'au fond, tout le monde s'est dit la même chose. Si demain, la Chine et les États-Unis se prennent la main en chantant « besoin de rien, envie de toi », alors tout, je dis bien tout ce qu'on entend aujourd'hui serait immédiatement balayé d'un revers de bull market et à la hausse appellera donc la hausse. Et là, on touche à l'absurde. Ça fait 10 ans que Moody's aurait dû virer ce triple A. Les autres agences l'avaient déjà fait auparavant. Alors venir nous dire aujourd'hui que c'est une surprise, c'est un petit peu gonflé et tiré par les cheveux. Non, Moody's ne surprend personne, il faut être clair. Soit ils se réveillent enfin, soit ils avaient carrément oublié qu'ils avaient encore ce fameux triple A collé quelque part dans leur base de données. Le résultat, le marché s'en tamponne parce qu'au fond, le vrai risque n'est pas une note de crédit qui descend, mais un deal géopolitique qui échouerait. Les investisseurs préfèrent miser sur une embellie sino-américaine que sur un scénario catastrophe vendu avec un downgrade. Et quand on tend l'oreille vers les gens qui savent, alors, entendez, les économistes de banque qui lisent au moins 3 rapports par heure, on sent bien qu'ils n'ont pas tremblé une seule seconde. Maîtrise totale. Sauf peut-être Ray Dalio qui, fidèle à lui-même, est sorti de sa retraite pour venir brandir une pancarte « La fin est proche » pour la 243e fois, un grand classique. En revanche, chez JP Morgan, on a sorti le boulier et le sang-froid, pas une goutte de sueur, pas un froncement de sourcil, on aurait presque cru à une réaction britannique, sauf qu'ils sont américains, comme quoi tout arrive. Le message était clair, on a déjà vu bien pire, et puis entre nous, on s'y attendait. Même tonalité chez Bank of America, circulé, il n'y a rien à voir. UBS et Morgan Stanley, eux, n'ont même pas pris la peine de jouer les choqués. Ils ont juste regardé les écrans, ils ont vu que les marchés actions ne bronchaient pas et ils se sont dit « Bon, ça va ». Ce qui les agace surtout, quand on parle de l'UBS et de Morgan Stanley, c'est pas les grimaces de Moody's, c'est surtout le clown en chef, Donald Trump et ses tarifs douaniers version rouleau compresseur. Parce que pendant que les agences de notation font leur petit cinéma, Trump, lui, continue à taxer à tout va. America's First, mais version bulldozer fiscale. Et pendant que l'Amérique imprime des étoiles sur les sanctions, l'Europe, elle, revoit discrètement ses prévisions de croissance à la baisse. Même le grand show Choose Friends de Macron n'a pas suffi à faire diversion. Des milliards promis, des poignées de main approuvées,
Mais pas de miracle, la croissance ne répond plus. Et bien sûr, dans tout ce chaos organisé, impossible de ne pas entendre Ray Dalio, le prophète officiel du marché. À chaque fois que Wall Street refuse de plonger quand elle devrait plonger, il débarque avec sa grande pancarte « The end is near », fidèle à lui-même, toujours aussi jovial qu'un croque-mort en pleine tournée promotionnelle. Selon lui, Moody's n'a pas été assez loin. Le vrai risque, et c'est pas tant le défaut de la dette, c'est l'imprimante à pognon. Oui, parce que si les USA doivent vraiment honorer leur dette, les intérêts de leur dette coûte que coûte, ils vont faire quoi? Ils vont appuyer sur le bouton contrôle dollar et ils vont inonder le marché de billets verts grâce à l'imprimante à billets. Sauf qu'avec l'excès d'encre, le papier dollar, selon Dalio, finira par valoir autant qu'un billet de Monopoly. Tu seras donc remboursé, oui, mais avec quoi? Avec une illusion de monnaie. Et c'est là que ça devient savoureux. Moody's juge le papier et Dalio, lui, s'inquiète de l'encre. Deux visions du monde et aucune qui rassure vraiment. Quant à la Maison-Blanche, elle continue de marteler que la dette américaine est plus safe que jamais, ce qui entre nous sonne quand même plus comme une campagne de pub mal ficelée que comme un vrai message économique. On sent quand même bien que le département com a pondu ça entre deux crises diplomatiques et qu'ils se sont fait prendre à contre-pied comme des bleus. Conclusion, Moody's a parlé, les marchés ont haussé un sourcil et puis ils sont retournés à leurs affaires comme si ce downgrade n'avait jamais existé. Enterré, rangé, classé sans suite. À croire qu'en 2025, même les mauvaises nouvelles doivent avoir un bon marketing pour espérer exister plus d'un quart d'heure. Si on reprend un peu le fil de la séance d'hier, on se rendra compte qu'on a surtout brassé de l'air autour du downgrade, qu'on a vaguement parlé des tarifs douaniers et qu'au final, il ne s'est pas passé grand-chose. La clôture, on va dire qu'elle était tiède, l'ambiance plus calme qu'un dimanche pluvieux dans une maison de retraite, et pourtant, au milieu du flot continu d'articles dont 90% pourraient être écrits par une IA sous Xanax, il y en a un ou deux qui méritaient quand même qu'on s'y attarde. L'un d'eux, entre autres, m'a fait lever un sourcil, m'a fait réfléchir un tout petit peu. Et la thématique de cet article était « Faut-il vraiment craindre un retour de l'inflation ?» Alors oui, sur le papier, les tarifs douaniers façon Trump devraient faire exploser les prix. C'est mécanique, si tu tapes 15% sur tout ce qui traverse l'océan, ça va finir par faire bobo sur l'étiquette de chez Manor. Et pourtant, les chiffres disent autre chose. Le CPI, le PPI, le PCE, tout l'alphabet de l'inflation montre une certaine détente. Mieux encore, le prix de l'essence a baissé de plus de 10% sur une année. Oui, 10%. Aux États-Unis, pas en Suisse, rassurez-vous. Un miracle dans un monde où chaque litre d'essence semble peser autant qu'un iPhone bricolé en lingots d'or. Mais attention, le consommateur, lui, n'est pas serein. Les derniers sondages montrent que l'Américain moyen s'attend à revivre 1981, l'époque du disco, des moustaches et de l'inflation à 7,3%. Merci l'Université du Michigan pour cette ambiance post-nucléaire. Bon, par contre, petit détail croustillant, on sait que le sondage de l'Université du Michigan est basique et concerne environ 1000 personnes qui vivent autour des Grands Lacs américains. Les questions qui sont posées en général sont du style « Pensez-vous acheter une machine à laver demain ou dans 6 mois ?» Des questions idiotes qui servent à rien. Mais par contre, on arrive quand même à nous dire que selon l'analyse de ces résultats, l'Américain moyen s'attend à revivre 1981. Alors moi, j'aimerais bien discuter avec tous ces Américains moyens qui se souviennent de ce qui s'est passé en 1981. Économiquement parlant, je parle pas des matchs de baseball. C'est toujours hilarant de voir ce que l'on peut trouver dans la presse. On sait que l'investisseur moyen a une mémoire qui dépasse péniblement les 10 jours et on arrive à nous dire qu'actuellement, l'Américain moyen, lui, il a peur de se retrouver économiquement parlant en 1981. Laissez-moi rire. Ceci dit, que ça soit vrai ou pas, on retiendra quand même que le fabuleux sondage de l'Université du Michigan date tout de même d'avant la fameuse pause de 90 jours entre Trump et la Chine. Donc depuis, théoriquement, c'est la détente totale, champagne et cotillon pour tout le monde. Mais en pratique, chez les consommateurs, historiens américains, c'est tendu comme une ligne de crédit dans une banque française. Et puis alors surtout, il ne faut pas oublier un truc, le poids lourd de l'inflation, ce n'est pas les slips fabriqués en Chine, c'est le logement. Et là, surprise, les loyers stagnent, voire commencent à baisser, doucement mais sûrement. Du coup, la Fed pourrait se retrouver avec un petit peu de marge. Pas assez pour sabrer les taux, mais assez pour arrêter de jouer à la banque centrale aux quiches de pacotille. Et pendant ce temps-là, Trump continue son show. Dernier épisode en date, il s'en prend à Walmart parce que Walmart ose dire que les prix vont monter. Réaction présidentielle, ils ont fait des milliards qui se serrent la ceinture pendant quelques temps et arrêtent de pleurnicher. Traduction, ce ne sont pas les consommateurs qui doivent payer l'addition, ce sont plutôt les marges des multinationales parce que les consommateurs, eux,
ils votent. Et Walmart, jusqu'à preuve du contraire, ne met pas de bulletin dans l'urne. Bon, le patron de Walmart, lui, il met un bulletin dans l'urne, mais il est moins nombreux, forcément. En résumé, la Fed veut garder son cap, mais les signaux du terrain sont en train de changer. Et même si on n'en parle pas encore trop fort, il va bien falloir à un moment donné se demander si les taux monétaires ne commencent pas à faire plus de dégâts qu'autre chose. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais dès que tout le monde se sera lassé de parler de Moody's, il faudrait bien qu'on trouve un autre os à ronger. Et quoi de mieux que la question de l'inflation qui n'arrive pas quand elle est censée arriver. Ce matin en Asie, c'était la fête au rebond. Les marchés chinois avaient visiblement décidé d'y croire, ne serait-ce qu'un bref instant. Pékin, dans un nouvel élan de « on va essayer autre chose », a baissé son taux de référence. Encore. Résultat, on est maintenant sur des niveaux historiquement bas, genre on creuse le sol avec une petite cuillère en espérant tomber sur un filon de croissance quelque part. Le message est donc limpide, la Banque populaire de Chine est prête à tout lâcher, stimulus, liquidité, pompiers volontaires, si ça peut calmer le jeu. Et ça marche un peu, ça marche un peu. Les investisseurs, eux, pour l'instant, ils haussent les épaules et disent merci pour les taux, mais ce qu'on veut surtout, c'est du vrai, du lourd et du fiscal. Et des plans conso qui donnent envie aux Chinois d'acheter autre chose que des nouilles dans sa chair. Résultat, Hong Kong grimpe quand même de 1,35%, Shanghai grappille 0,38%, Tokyo prend 0,44%, pendant qu'on parle récession au Japon comme d'une vieille grippe qui ne veut pas vraiment passer. Et puis, patatras ce matin, Pékin sort un communiqué bien sec et bien agressif. Le deal avec les Ricains n'est pas encore signé et les États-Unis viennent de coller une nouvelle alerte sur les puces Huawei. Pour les Chinois, c'est simple. Provocation, sabotage, trahison de la trêve de Genève signée il y a à peine 6 jours. Le ton monte, la Chine tape du poing, Trump n'a pas encore répondu, mais on connaît le bonhomme, il va répondre, et c'est pas sûr qu'il réponde avec des fleurs. Moralité, la détente commerciale, c'est peut-être déjà fini, ou en tout cas mis entre parenthèses. Retour de la volatilité en vue, et tous les espoirs d'un rapprochement USA-Chine qui partent en fumée, avant même d'avoir commencé. On va pas aller trop vite en besogne, on se calme, on n'en est pas encore là, mais il faudra quand même surveiller le sujet qui est en train de titiller un petit peu l'Europe et l'Asie ce matin très tôt. Et puis, puisqu'on parle de taux, pas le même taux, mais les taux, pendant que Moody's dramatise, des rendements s'envolent, le taux fixe à 30 ans aux US vient de passer les 7,04%, un record, et pas dans le bon sens. Avec ça, les prix de l'immobilier, toujours perchés au sommet, et les salaires qui font du surplace, l'American Dream se transforme gentiment en Airbnb du week-end. Les ventes de maisons sont au plus bas depuis 30 ans, même au printemps, saison sacrée du compromis de vente, là c'est le désert, les vendeurs bradent, offrent des frais de notaire, filent des bons d'achat pour un barbecue, mais rien n'y fait. Et aujourd'hui, à 430 500 $ la maison médiane aux États-Unis, même en solde, il faut un portefeuille XXL et des nerfs en titane pour pouvoir signer le contrat d'achat. L'américain moyen regarde donc les annonces comme on regarde une Bugatti en vitrine. C'est joli, mais c'est quand même vachement inaccessible et probablement un gouffre à l'entretien. Et pour finir, parce qu'on ne peut pas conclure une chronique sans son duo infernal, Ray Dalio et Jamie Dimon. Alors Dalio, on l'a déjà vu avec ses billets de Monopoly. Aujourd'hui, place à Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui trouve les marchés complètement déconnectés. Tout va très bien, madame la marquise, alors que Trump balance encore des droits de douane, comme on balance des confettis à un mariage. Même allégé, ces taxes restent extrêmes selon Dimon, et pour lui, le vrai choc, il n'est pas encore arrivé. Il compare la situation carrément à 1971. Tiens, lui, il a encore plus de mémoire que le consommateur américain. À l'époque, 10% de taxes sur tout le monde, inflation, panique, sueur froide, et aujourd'hui, même combat selon lui, mais tout le monde fait comme si de rien n'était, pendant que des boîtes comme Walmart, JetBlue ou General Motors retirent leurs prévisions de bénéfices pour le reste de l'année parce qu'ils ont zéro visibilité. Le climat est donc tendu, mais les indices, pour l'instant, ils dansent encore la samba. Dimon pense qu'un bon moins 10% ferait pas de mal sur les marchés. Il parle aussi de crédit, de piège à retardement, trop de boîtes endettées jusqu'au cou et pas assez de parachutes. Et puis, cerise sur le gâteau, selon lui, les banques centrales sont larguées. Elles pensent que jouer avec les taux courts, c'est suffisant pour piloter l'économie. Et lui, il appelle ça de l'omnipotence déconnectée. Et on sent qu'il ne croit plus trop au père Powell. Et pour finir, le plus beau, personne ne sait encore comment les autres pays vont réagir à Trump. Ce qui est sûr, c'est qu'il commence à dealer dans son dos. L'ambiance n'est pas encore explosive, mais il suffirait de pas grand-chose. Alors, est-ce que Dimon a raison? Peut-être. Est-ce qu'il nous ressort ce discours tous les 6 mois depuis 2019? C'est un fait. Mais je vous en parle, c'est pas pour vous pousser à tout vendre avant midi et à courir dans les bois avec votre or en lingots, mais c'est juste pour dire que Dimon
à parler. Et on termine maintenant avec quelques brèves croustillantes du côté des entreprises, parce qu'il n'y a pas que Trump, Moody's et les taux hypothécaires dans la vie. D'abord, CATL, le géant chinois de la batterie pour voitures électriques, vient de faire ses débuts en bourse à Hong Kong. Plus 17% dès l'ouverture, ambiance cotillon et feu d'artifice pour les batteries électriques. Ils lèvent quasiment 5 milliards pour faire une expansion en Europe. Traduction, ils vont bientôt électrifier les trottoirs de Stuttgart et de Turin à coups de lithium made in China. CATL, pour rappel, c'est le fournisseur des grands constructeurs, y compris Tesla, bien sûr. Et parlons-en de Tesla. Et cette semaine, on attend les chiffres des ventes en Chine. Et comment dire, ça sent pas super bon parce qu'avril a été très mou, très mou, et les prévisions pour le deuxième trimestre sont déjà en train de trembler très fort. En Europe, les ventes s'effondrent de 49%, aux États-Unis c'est moins 13%. Alors on cherche le coupable, hein. Le modèle Y restylé qui ne fait rêver plus personne, ou bien alors c'est Elon Musk en mode politicien extra-lucide, probablement un mix des deux. Elon promet qu'il va passer moins de temps à Washington et plus de temps chez Tesla. Ça serait pas du luxe, mais bon, Wall Street s'en fiche pour l'instant puisque l'action a quand même pris 47% depuis les derniers résultats, parce qu'on ne regarde pas les livraisons, on regarde les robots taxis, les humanoïdes qui font le ménage à votre place. Sauf que pendant ce temps, le très réel Cybertruck ne se vend pas, ne se vend plus. Tesla en a plus de 10 000 invendus sur les bras, soit environ 800 millions de dollars de tôle inoxydable en trop. Heureusement que Tesla, ce n'est pas que de l'automobile. Et pendant ce temps-là, côté biotech, c'est un peu Noël avant l'heure puisque Novavax bondit de 15% parce qu'ils ont obtenu le feu vert définitif pour leur vaccin Covid. Bon, on sait pas trop qui va encore acheter du vaccin Covid en 2025, mais apparemment, ça a suffi pour réveiller le titre. Et puis Pfizer s'offre une petite virée en Chine aussi. Ils ont lâché 1,25 milliard pour un traitement expérimental contre le cancer qui est développé par 3S Bio avec un bonus potentiel de 4,8 milliards si tout se passe bien. Le médicament, le SSGJ707, on dirait le nom d'un robot japonais des années 80, vise plusieurs types de cancers et démarre sa phase 3 en Chine cette année. La FDA a déjà donné son feu vert pour avancer aux États-Unis. Pfizer investit aussi 100 millions en actions dans la boîte et prévoit de produire le médicament chez lui, aux États-Unis. Résultat, 3S Bio s'envole de plus de 35% à Hong Kong ce matin, valorisation quasi 6 milliards. Pfizer, lui, ne fait rien. Enfin, pour terminer, côté chiffres économiques, pas grand-chose à se mettre sous la dent. On aura Bostitch de la Fed qui viendra sûrement nous dire que tout va bien, mais restons vigilants, mais on baisse pas les taux tout de suite, et le PPI allemand pour les fans de données industrielles à l'heure du café. Les futurs sont en légère baisse de 0,28%, en partie à cause du clash à venir sur les puces Huawei, mais pour l'instant la machine à bull market tourne encore, et à moins que Trump décide de balancer une nouvelle bombe commerciale sur la Chine, rien ne semble vouloir faire dérailler le train, en tout cas pas aujourd'hui. Pour le reste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, et pendant que vous êtes là, vous pouvez noter aussi. Et pendant que vous êtes là, vous pouvez aussi noter que le 18 juin, à Lausanne, il y aura comme chaque année le Swissquote Trading Day. Je serai là pour animer toute la journée. Je serai là pour de vrai, hein, bien sûr, avec plein d'invités pour parler, évidemment, pour parler finance. Le lien pour l'inscription juste en dessous de cette vidéo. Alors hop, à vos agendas. Et je vous attends là-bas le 18 juin. D'ici là, très belle journée à tous et à demain pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye!